Bonjour à tous, donc on se retrouve pour cette dernière semaine avant les vacances que nous attendons tous impatiemment pour une nouvelle leçon d'histoire qui s'appelle donc Enjeux et conflits dans le monde après 1989. Comme je vous l'avais annoncé donc la semaine dernière, en fait cette leçon est la suite logique des deux précédentes leçons d'histoire qu'on a fait, aussi bien la guerre froide que la décolonisation. Et dans cette leçon, en fait, on va s'intéresser de plus près à ce qui se passe effectivement après la chute du mur de Berlin. C'est quand même un conflit qui a été très long, dans lequel il y a eu plusieurs guerres, Vietnam, Cuba, Corée, etc. Et on va encore une fois se poser la question et se dire est-ce que les conflits vont s'arrêter après la chute du mur de Berlin ou est-ce qu'il va y avoir encore d'autres conflits et on va le voir effectivement, il va y avoir encore d'autres conflits, mais dont les enjeux vont être cette fois-ci différents de ceux de la guerre froide. Vous vous rappelez aussi qu'on avait vu qu'à sortir donc de la guerre froide, il ne reste plus qu'une seule superpuissance, à savoir la superpuissance ou hyperpuissance américaine. Est-ce que ça va être le cas jusqu'au jour d'aujourd'hui? On va parler un peu de tout ça et aussi des rapports que vont entretenir donc tous les pays dans le monde par rapport à ces conflits. Donc, qui dit nouvelle leçon d'histoire dit une page de gauche blanche, une page de droite blanche, après la leçon qu'on avait faite sur la décolonisation. C'est une nouvelle leçon. Je vous laisse le temps d'écrire le titre de la leçon. Et cette fois-ci, pour une fois, je ne vous propose pas tout de suite la problématique. En fait, on va essayer de faire un nouvel exercice puisqu'on arrive vers la fin de l'année, même si on n'est pas en classe. Et à cette époque de l'année, j'essaye de vous préparer un petit peu à des compétences qu'on attend de vous en lycée, comme par exemple celle d'être en capacité de construire une introduction un peu plus développée que celle qu'on faisait jusqu'à présent, puisque jusqu'à présent ce que je vous demande en troisième c'est d'être capable de faire une question à laquelle vous allez répondre ensuite dans votre paragraphe. Je vais vous montrer avec cette leçon qu'on peut essayer de faire déjà une introduction un peu plus longue avant de poser justement la problématique, de poser la question du cours. Alors je vous propose un premier document sur lequel on va réfléchir ensemble, qui résume bien la situation et l'évolution du monde après 1989. Donc c'est un dessin de Chalvin, d'ailleurs publié dans un livre qui est assez marrant qui s'appelle La géopolitique pour les nuls. C'est une collection que vous connaissez peut-être, effectivement, qui simplifie un certain nombre de choses, d'événements, etc. Et si on regarde donc, encore une fois, il faut bien décrire précisément le dessin. En fait, on voit bien qu'il y a un personnage, on est certainement dans une salle de classe, ou dans un bureau, et il y a un premier personnage qui regarde donc un dessin avec marqué Ouest, Est, Tiers-Monde. Avant la chute du mur, les choses étaient plus simples. Et puis une dame qui regarde un autre dessin sur le tableau, effectivement avec un puzzle cette fois-ci en dizaines de morceaux sur lequel on voit apparaître certains pays, USA, Europe, Inde, Russie, Chine, Brésil. Et elle répond comme quoi le communisme finalement savait du bon, c'est-à-dire que peut-être le monde était beaucoup plus simple du temps de la guerre froide. Alors, première question que je vous pose, c'est à l'aide de vos connaissances cette fois-ci, expliquez pourquoi l'année 1989 marque un tournant finalement dans la géopolitique, c'est-à-dire dans les rapports entre les pays mondiaux. Alors là, je pense qu'effectivement, la date, vous allez tout de suite trouver la réponse, c'est que pourquoi l'année 1989 est un tournant? L'année 1989, c'est la chute du mur de Berlin. Et donc, cela annonce, je vous l'ai dit, vous l'avez vu dans le contrôle, la fin de la guerre froide. Et donc, ça va modifier les rapports qu'ont les pays les uns par rapport aux autres. On se retrouve effectivement avec un seul géant, finalement les Américains, et puis le bloc russe qui s'effondre. Donc là, en fait, on était dans ce premier dessin vraiment dans la guerre froide. Ici, on a d'ailleurs la deuxième leçon, c'est-à-dire les pays non alignés du tiers-monde qui refusent finalement de suivre un camp ou l'autre, mais on le sait, ça va être un échec parce que la plupart vont quand même se rallier à un camp ou à l'autre. On l'a vu à la fin de la leçon sur la décolonisation. Donc là, on était finalement, comment on pourrait dire, comment était découpé le monde avant 1989? Le monde était découpé en deux. C'est pour ça qu'on disait que le monde était bipolaire. Bi, ça veut dire deux, donc il y avait deux pôles avant 1989. Et il y avait d'un côté les Américains et leurs alliés européens, de l'autre les Russes et leurs alliés communistes. Donc on était dans une logique bipolaire. À la fin 1989, en fait, à la fin de la guerre froide, finalement après 1991, on se retrouve dans un monde unipolaire. Unipolaire parce que
Le bloc russe s'est effondré, il ne reste donc plus que la super ou hyperpuissance américaine qui domine le monde, et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans cette leçon à un moment donné au début. Les Américains se prennent pour les gendarmes du monde et ils interviennent partout où ils le veulent, avec ou pas d'ailleurs l'accord des organismes internationaux comme l'ONU. Et puis on va voir que finalement ça va pas durer si longtemps que ça, parce que finalement on verra, on étudiera un événement auquel vous pouvez déjà penser, hein, c'est les attentats du World Trade Center aux États-Unis, qui vont modifier en fait les choses et qui vont conduire finalement à l'émergence en fait de puissances multipolaires, c'est-à-dire que le pouvoir ne va plus être dominé par une seule ou par deux puissances, mais par plusieurs puissances. Et vous retrouvez donc, c'est pour ça qu'a été mis sur cette caricature le nom de certains pays émergents. L'Europe, c'est l'Union européenne qui tient un réel poids à l'échelle internationale. C'est l'émergence aussi de ce qu'on a appelé les BRIC, hein. Le Brésil pour le premier B, la Russie pour le deuxième qui est caché sous l'étiquette, l'Inde qui constitue le I et le C pour la Chine. Donc c'est l'émergence de ces pays qui tiennent vraiment aujourd'hui concurrence et tête aux Américains et à l'Union européenne aussi. Donc aujourd'hui, en fait, on se dirige, on est passé d'un monde bipolaire à un monde unipolaire, et aujourd'hui, on pourrait parler, en fait, finalement, d'un monde multipolaire où il y a plusieurs pays aujourd'hui qui tiennent les rênes de l'économie et des décisions politiques à l'échelle mondiale. Alors, l'objectif, comme je vous le disais, c'est de s'aider finalement de cette caricature qui brosse un petit peu l'évolution des enjeux du monde entre 1989 et maintenant, aujourd'hui en 2020, c'est de construire une introduction un peu plus développée. Alors, je vous la montre, je vous propose une première trace écrite. L'idée, c'est qu'avec les connaissances que vous avez juste avant, le dessin sur lequel on a réfléchi, vous puissiez compléter cette introduction. Donc là, en 1989, puis la disparition de en 1991, entraîne la fin de la je pense que vous pouvez trouver. La géopolitique mondiale, donc c'est le rapport qu'il y a entre les différents pays, se redéfinit alors et apparaissent alors comme la puissance dominante sur Terre. Donc, qui apparaît comme la puissance dominante sur Terre, je pense que vous avez trouvé aussi. Seulement, depuis quelques années, les cartes ont été redistribuées. Alors, ça veut dire que les cartes ont changé, et on assiste de plus en plus à un monde qui n'est ni bipolaire, c'est-à-dire que le monde est partagé entre grande puissance, il n'est plus non plus unipolaire, le monde est contrôlé par une grande puissance, mais il est devenu multipolaire, c'est-à-dire que le monde est partagé entre grande puissance, avec de nombreux pays donc, qui sont importants et influents en termes de géopolitique, comme, alors là je pense que vous allez les retrouver facilement parce que je vous ai mis la première lettre. Alors je vous conseille de faire pause, de noter donc en fait cette introduction, et qui va être donc notée juste en dessous du titre qu'on a écrit de la leçon tout à l'heure, enjeux et conflits après 1989. Donc je vous laisse un peu de temps, faire pause, essayer de trouver, c'est assez facile, les mots manquants. Alors, on va corriger ensemble. Donc c'était facile, je vous ai mis en vert les mots qui manquaient. Alors c'est la chute du mur de Berlin en 1989, puis la disparition de l'URSS en 1991, qui entraîne la fin de la guerre froide qu'il fallait trouver. La géopolitique mondiale, donc elle se redéfinit alors, et les États-Unis apparaissent alors comme la puissance dominante sur Terre. Ça pouvait être la seule, c'est ce qu'on avait parlé tout à l'heure, on était dans un monde bipolaire puis unipolaire. Seulement, depuis quelques années, en fait, les cartes ont été redistribuées et on assiste de plus en plus à un monde qui n'est ni bipolaire, donc là, il fallait tout simplement définir bipolaire, c'est le monde est partagé entre deux grandes puissances. Il n'est pas non plus unipolaire, puisque le monde est contrôlé par une grande puissance, ça va plus être le cas, mais il est devenu en fait multipolaire, c'est-à-dire que le monde est partagé entre plusieurs grandes puissances, avec de nombreux pays importants et influents en termes de géopolitique, donc le C c'était la Chine, l'Inde, le R c'était pour la Russie, mais il y avait aussi le Brésil et l'Union européenne. Donc si vous regardez bien ici, c'est un petit exercice un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire qu'en fait, cette introduction, c'est une sorte de résumé en fait de la leçon, et ensuite on va pouvoir donc poser la question que l'on voulait poser, à savoir effectivement quelle est la nature finalement des rivalités et des conflits après la chute du mur de Berlin, et sur quel territoire se développe-t-il. Donc pour que ce soit bien clair, finalement, dans notre cahier, on a le titre de la leçon,
Ensuite, je reviens en arrière, vous allez devoir écrire cette introduction qui est plus développée et qui donc annonce de quoi on va parler, mais évidemment de manière beaucoup plus précise, hein, parce que c'est un résumé, on voit bien, on va étudier en fait ces différentes étapes dans la leçon. Ensuite, vous allez écrire, après que vous avez écrit ça, page de droite, la question principale, la problématique de la leçon, c'est de comprendre les nouvelles rivalités, hein, on n'est plus dans une guerre froide, donc il va y avoir d'autres rivalités qui vont œuvrer. On va avoir d'autres conflits qui sont liés à d'autres enjeux qui vont se mettre en place et qui d'ailleurs perdurent pour certains toujours aujourd'hui. Et ce qu'on va avoir dans un premier temps, effectivement, vous pouvez écrire directement le titre du grand 1, c'est qu'entre 1989 et 2001, on est dans un monde unipolaire, c'est-à-dire que les États-Unis, en fait, vont se prendre pour les gendarmes du monde. Mais cela ne va pas durer à partir, effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, des attentats du World Trade Center. Mais dans un premier temps, ce que l'on va montrer, c'est comment les Américains vont imposer leur unique vision du monde sur l'ensemble des pays du monde. J'espère que c'est bien clair. Donc je redis, 1, on a le titre de leçon, 2, on a l'introduction développée, 3, on a écrit la question, la problématique, et 4, vous avez écrit page de droite, le titre, le grand 1, auquel on va commencer à étudier ensemble. N'hésitez pas à faire pause ou à revenir en arrière sur la vidéo si vous avez raté quelque chose. Alors, premier document que je vous montre et sur lequel vous allez travailler, c'est une caricature, cette fois-ci de Singer en 1998. Pour certains, il est possible que l'on l'ait travaillé en 4e l'année dernière quand on a fait la leçon sur les États-Unis. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de la reprendre, parce que ça vous permettra de travailler plus vite et de réactiver des connaissances qu'on a abordées l'année dernière. Donc ce que je vous demande tout d'abord, c'est de présenter le document. Ensuite, c'est présenter le document, vous savez bien, donc la nature, la date, le thème, voilà, on est précis. De décrire la scène, c'est-à-dire que vous allez me décrire précisément les éléments représentés, voilà, où on se trouve, qu'est-ce qui se passe, les avions, les bateaux, les soldats, etc. Attention, c'est des soldats aussi particuliers, j'aimerais que vous me commentiez en fait cette particularité, c'est une sorte de dessin animé. Ensuite, dans un tableau, vous allez me classer ces éléments, en fait, puisque tous ces éléments, en fait, montrent différents aspects de la superpuissance américaine. On a des éléments qui montrent plutôt dans ce dessin, qui montrent les aspects de la puissance militaire américaine. Il y en a d'autres qui, au contraire, montrent plutôt les aspects de la puissance économique américaine. Et enfin, il y en a d'autres qui montrent les aspects plutôt culturels de la puissance américaine. Bref, on va le voir ensemble, elle est bien puissante dans ces 3 domaines, donc finalement c'est pour ça qu'on va pouvoir conclure que c'est bien une hyper ou une super puissance. Et enfin seulement, c'est là où je vous demanderai quel est le message qu'a voulu faire passer finalement le dessinateur à travers ce dessin. Donc là, vous faites pause sur la vidéo et page de gauche dans votre cahier, vous mettez effectivement le triomphe de l'hyperpuissance américaine, et vous répondez à ces 4 questions. Je vous conseille de laisser de la place dans le tableau, il y a au moins 3-4 lignes dans le tableau, si vous le dessinez d'avance. Et ensuite, on se retrouve pour la correction de cet exercice. Alors, correction de cet exercice. La première question, c'était assez simple. C'est un dessin d'Andy Singer, donc datant de 1998, et son genre, c'est une caricature. Question numéro 2. Donc là, il fallait être relativement précis. Donc on voit des soldats américains qui débarquent sur une île et qui attaquent les populations locales. Ils sont représentés, c'est ça qu'il fallait bien noter, sous les traits en fait des personnages des cartoons, les cartoons américains, les dessins animés américains. On a des soldats plutôt en fait qui sont commandés par Donald. Mickey, lui, sourit, mais il porte en fait une mitraillette quand même. On a un porte-avions qui bombarde l'île avec des canettes de coca. Les avions, elles, bombardent l'île avec des télévisions. Les habitants lèvent les mains sur la tête. À l'arrière-plan, on voit aussi un groupe de soldats qui est en train de planter un drapeau américain. Et devant eux, il y a un homme mort qui gît au sol. Donc la scène est relativement tragique. Même si c'est un dessin qui a l'air comme ça, c'est rigolo au premier abord. Finalement, quand on y regarde de près, il est assez critique quand même. Par la représentation justement d'un homme mort quand même au premier plan. Alors dans le tableau, je vais devoir tout afficher d'un coup parce que dans les animations c'est pas possible de faire indépendamment. Il y avait donc plusieurs éléments à relever qu'on pouvait classer, qui montraient bien la superpuissance américaine. Donc si on regarde, côté militaire, qu'est-ce qui montrait justement cette puissance ? D'abord ce sont les soldats. Donc les soldats représentés en grand nombre sur le dessin montrent que l'armée américaine est une armée de terre puissante.
On a les porte-avions et les avions qui montrent que les Américains ont une force de frappe navale, donc les bateaux et aérienne, importante aussi. Donc ils ont aussi bien une bonne armée de terre qu'une bonne armée navale et aérienne. Et enfin, on se retrouve sur une île tropicale, parce qu'on a un peu l'impression qu'on est isolé, les populations sont un petit peu métissées. Donc, pourquoi on a représenté une île tropicale? C'est surtout pour montrer que les Américains ont la possibilité, avec leurs soldats ou leurs avions ou leurs forces navales, bateaux, d'intervenir absolument n'importe où dans le monde et rapidement. Donc c'est pour insister sur cette dimension-là. Ça, ce sont les 3 éléments qu'on pouvait relever et classer dans ce tableau pour montrer leur puissance militaire. Côté économique, en fait, c'est les logos de grandes entreprises transnationales, ça veut dire internationales. Vous avez sans doute repéré, il y avait McDo, qui rappelle la puissance alimentaire américaine. On avait le logo de Microsoft en informatique. On avait aussi le logo de Motorola, donc dans les télécommunications, et on avait le logo de Nike, comme donc puissance vestimentaire. C'est-à-dire des 4 grands secteurs industriels dans lesquels les Américains sont très puissants. Et ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Américains ne cherchent pas à conquérir de nouveaux territoires, ils ne cherchent pas à prendre de nouvelles terres, c'est pas du tout l'enjeu. En fait, ce qu'ils cherchent à conquérir, c'est surtout économiquement ces nouveaux territoires. C'est-à-dire imposer le mode de vie et les productions américaines dans ces territoires. C'est une sorte de conquête économique, et pas une conquête territoriale. Enfin, dernier aspect qui montrait aussi leur puissance, c'est toujours ces marques, effectivement, McDo, Coca, les personnages de Disney, les vêtements Nike. En fait, tout ça, toutes ces marques, elles représentent en fait le mode de vie à l'américaine, qui se diffuse dans toute la planète et qui devient un modèle pour la plupart des pays du monde. C'est le mode de vie à l'américaine, le mode de vie anglo-saxon, qui s'impose. Et comme effectivement c'est la meilleure arme des Américains, ils sont d'ailleurs très forts dans ce domaine, c'est effectivement en diffusant leur mode de vie qu'ils parviennent d'autant plus facilement à vendre les produits américains. C'est-à-dire que les gens du monde entier veulent acheter des produits américains, parce qu'ils sont convaincus, en fait, ils ont adopté le mode de vie à l'américaine comme un modèle, finalement, d'avenir. Et les moyens de diffusion, c'est bien pour ça qu'ils sont représentés dans le dessin. C'est à la fois, effectivement, tout ce qui est informatique et Internet, les Américains contrôlent, et c'est aujourd'hui un moyen de communication énorme qui permet d'endoctriner les populations, et la télévision, le cinéma en général, les séries américaines. Il suffit juste de vous demander quels sont les 10 premiers films les plus vendus dans le monde, ceux qui ont dégagé le plus d'argent, ce sont tous des films américains. Donc l'industrie du cinéma américaine, elle fait partie aussi de la propagande américaine pour diffuser le mode de vie américain et pour imposer effectivement aussi, comme je vous le disais, ça permet aussi de renforcer sa puissance économique. L'aspect militaire, finalement, ça va être pour intervenir dans des conflits à l'étranger. Elle montre qu'elle a une réelle puissance militaire, c'est la première armée du monde, mais sa vraie force, en fait, elle est là. C'est-à-dire que c'est la capacité à endoctriner et à convaincre les gens d'adopter le mode de vie à l'américaine qui fait que les Américains sont une puissance économique et la première du monde. C'est là où ils sont le plus forts, en fait, finalement. Alors, quel était finalement le message de cette caricature? C'est de montrer que bel et bien les Américains sont devenus, après 1989, une superpuissance ou une hyperpuissance, c'est 2 mots synonymes, puisqu'ils finalement, ils dominent dans tous les domaines au niveau mondial. Ils sont les premiers militairement, ils sont les premiers économiquement, et c'est le mode de vie à l'américaine qui se répand le plus par rapport à d'autres modes de vie. Si on mettait en comparaison, par exemple, le mode de vie à l'européenne ou japonais, il a une influence qui est ponctuelle dans certains secteurs, mais il ne s'impose pas de la même manière dans le monde entier, dans tous les secteurs, comme le fait finalement, comme le font les Américains finalement avec ce mode de vie. Donc comme ils ont finalement tous les indicateurs au feu vert, c'est une super puissance. Ils dominent dans tous les domaines. Alors, on va justement le voir et ça va commencer, je vais insister sur d'abord des aspects militaires, avec un premier conflit dont vous avez peut-être entendu parler, bien que pour vous ça commence à dater, parce que pour la plupart vous n'étiez pas nés à ce moment-là. C'est la guerre du Golfe, et il va y en avoir d'ailleurs plusieurs, c'est la première guerre du Golfe. Donc je vous propose un premier document qui est une photo. On va lire la légende ensemble pour pouvoir donc répondre aux questions. Donc l'opération Tempête du désert pendant la guerre du Golfe, l'invasion du Koweït le 2 août 1990 par l'armée irakienne entraîne un vote de l'ONU en faveur d'une intervention militaire. Elle est menée par les États-Unis du 17 janvier au 28 février 1991. Donc la photo a été prise le 3 mars 1991 à la frontière irakienne, après le cessez-le-feu, avec l'autorisation de l'armée américaine. Donc ici en légende, petit 1, on voit un des soldats qui a été déployé pendant l'offensive aérienne, puis terrestre.
En petit 2, vous voyez des chars avec des projectiles à uranium, d'ailleurs ça conduit à ce qu'on a appelé le syndrome du Golfe, je ne vous en parle pas maintenant, sinon on va confondre les choses. Et 3, des puits de pétrole que vous voyez au fond, puisqu'effectivement c'est une zone des principales zones pétrolières, vous avez 80% des réserves du pétrole mondial là-bas, donc qui ont été incendiées par les Irakiens au cours de leur retrait. Alors première question, quel pays est envahi par l'armée irakienne dans ce conflit? Donc le pays qui est envahi, je pense que vous l'avez deviné si on relit, c'est le Koweït, qui est un pays voisin. Le Koweït, donc, qui a des ressources pétrolières énormes, et donc les Irakiens vont envahir ce pays. Ils vont essayer d'en prendre le contrôle. Alors l'ONU en réaction, puisque vous savez que l'ONU a été créée pour maintenir la paix dans le monde, pour œuvrer de manière diplomatique à une résolution des différents conflits qui pourraient éclater après la Seconde Guerre mondiale, l'ONU décide qu'il faut intervenir militairement pour protéger effectivement les habitants du Koweït contre l'invasion irakienne. Donc elle autorise finalement une coalition de différents pays à intervenir pour chasser les Irakiens du territoire koweïtien. Qui va diriger cette coalition comme par hasard? Cette coalition, en fait, elle est dirigée par, vous le voyez ici, par les Américains, en fait. C'est-à-dire que l'essentiel des soldats qui vont intervenir dans le cadre de l'ONU dans cette guerre du Golfe, ce sont effectivement des soldats américains. Comment se nomme cette opération? Eh bien, on va la surnommer la tempête du désert, pendant la guerre du Golfe. En quelle année elle a eu lieu? En 1990, et elle va se dérouler, l'invasion est en 1990, mais la guerre en elle-même du Golfe va commencer à partir du 17 janvier 1991. Et quelles sont les ressources dont dispose le Koweït et qui intéressent bien évidemment les Américains? Vous l'avez compris, c'est le pétrole. Et c'est bien pour ça qu'ils vont y intervenir. Alors, pour que vous compreniez un peu mieux cette guerre du Golfe, en théorie on devrait passer relativement rapidement dessus, mais je profite qu'on soit dans le déconfinement pour vous proposer aussi de regarder d'autres documentaires, et justement pour approfondir un petit peu, pour que vous compreniez mieux les différents enjeux qui sont en jeu actuellement. Alors, il faut donc ce documentaire fait 55 minutes, donc vous pouvez peut-être regarder une partie, surtout le début, qui vous montrera quand même un certain nombre d'images intéressantes qui ont été réalisées par un journaliste qui est international et qui est aussi réalisateur, donc qui a produit des documentaires, qui a d'ailleurs été plusieurs fois blessé lors de ces documentaires qu'il a réalisés. Pour vous faire comprendre que la guerre du Golfe, en fait, c'est vraiment une guerre gigantesque au sens que en fait, après la guerre du Vietnam, c'est le conflit le plus important dans lequel les Américains vont engager leurs forces. Pour que vous vous rendiez compte, en fait, et c'est pour ça que je vous invite à regarder cette vidéo, c'est que c'est une gigantesque armada qui va être déployée lors de la guerre du Golfe par les Américains. Pour vous citer certains chiffres, vous allez avoir 615 000 hommes qui vont effectivement s'impliquer dans ce conflit. Vous allez avoir d'un côté 2000 avions de combat en fait et 3000 chars blindés qui vont partir donc pour essayer de chasser les Irakiens du Koweït. En tout, cette coalition, c'est des soldats qui viennent de 29 pays différents, donc sous couvert de l'ONU qui a autorisé l'intervention. Le but, c'est de faire plier et de chasser Saddam Hussein, qui dirige à l'époque l'Irak. Saddam Hussein, en face, qu'est-ce qu'il a comme force? Il a, lui, 700 000 quand même soldats, donc plus presque que la coalition, et 5000 blindés. Donc il est convaincu qu'il va remporter cette guerre et prendre le contrôle du Koweït. Parce que pour lui, le Koweït, c'est pas un pays indépendant. Pour lui, en fait, le Koweït, c'est la 19e province de l'Irak, et donc ça doit rester un pays, ça reste la propriété de l'Irak, ça reste le territoire irakien. Et à cette époque-là, il va même lancer, Saddam Hussein, un appel au djihad, en fait, à la guerre sainte, pour lutter, en fait, un appel donc à la guerre sainte, ça veut dire à tous les musulmans, finalement, du monde entier, des pays du Moyen-Orient, lui leur demandant de venir soutenir les Irakiens contre finalement les forces occidentales qui sont représentées par les Américains. En fait, il y a déjà un combat qui commence à cette époque-là entre finalement les Américains qui se prennent pour une superpuissance et d'autres pays du monde qui refusent que les Américains interviennent quand ils veulent, où ils veulent, en fait, surtout pour défendre aussi leurs intérêts, le pétrole, et ils vont en fait se liguer ensemble contre la domination américaine. Donc il y a déjà ces réactions-là en fait, qui sont bien avant les attentats dont on parlera plus tard. Alors l'ONU, elle va essayer jusqu'à la veille en fait de maintenir la paix par des conférences, par des rencontres entre le secrétaire général de l'ONU, mais ça n'aboutit pas. Donc la guerre se déclare.
Et pour vous rendre compte à quel point en fait ce conflit est quand même dramatique, je vous fais une comparaison, c'est que par jour vous aviez à peu près en fait 2000 sorties d'avion par jour, tous les jours 2000 sorties d'avion pour bombarder en fait l'Irak et le Koweït. Sur ces 2000 avions, vous en avez quand même, je vous montre bien que c'est un conflit américain, ce sont 1400 avions américains. Et pour vous rendre compte de l'équivalence, en fait, par jour, en fait, il balançait à peu près 10 000 tonnes de bombes toutes les 24 heures. Et 10 000 tonnes de bombes toutes les 24 heures, c'est l'équivalent de ce que les Allemands recevaient en 15 jours pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut vous dire que, en fait, cette guerre du Golfe, c'est la première grande guerre dans laquelle vont se réimpliquer les Américains. Il n'y a pas eu de grande guerre de cette envergure, finalement, depuis la guerre du Vietnam. Donc c'est vraiment une guerre très importante dans laquelle les Américains vont sortir en partie vainqueurs, sans parvenir cependant à se débarrasser en fait de Saddam Hussein, qui restera à la tête de l'Irak et qui restera donc un dictateur qui dirige ce pays. Alors, je vous invite donc à regarder une partie en tout cas ou la totalité de ce reportage pour mieux comprendre donc cette guerre dans laquelle les Américains en fait vont très fortement s'impliquer et apparaître vraiment comme les gendarmes du monde, en sachant que les intérêts officiellement, je le redis, mais les Américains ont voulu dire qu'ils voulaient se débarrasser de Saddam Hussein, qu'ils voulaient libérer et défendre les intérêts du Koweït. On sait très bien aussi, parce qu'il va y avoir d'autres guerres derrière du Golfe plus tard, que si les Américains interviennent dans cette partie du monde, c'est bien pour garder le contrôle en fait des gisements pétroliers et assurer en fait leur ravitaillement en pétrole. Donc c'est pas neutre. Il y a la partie, le discours officiel, et puis on sait très bien que derrière il y a des intérêts vitaux sur le pétrole qui conduisent les Américains à intervenir massivement en fait dans ce conflit. Pour aujourd'hui, je m'arrêterai là. Et on notera la trace écrite la prochaine fois, parce que ça vous fait déjà quand même pas mal de travail. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et puis on se retrouve pour la suite donc de ces épisodes.